Dans cette partie, on va s'intéresser aujourd'hui au théorème d'Ampère. C'est une deuxième méthode pour déterminer le champ magnétique créé par un fil conducteur. C'est une méthode rapide, express, surtout si le fil présente des éléments de symétrie. Exemple 1. Je prends le solénoïde traversé par un courant I, comme l'indique la figure. La règle de la main droite m'indique la direction et le sens de B. Voilà B. Voilà l'axe de symétrie. On a déjà calculé B par la méthode de Biot-Savart, c'est-à-dire par intégration. Aujourd'hui, on va utiliser le théorème d'Ampère. Donc, il faut choisir que me dit le théorème d'Ampère. La circulation du champ B sur un contour convenable égale μ0, la somme de tous les courants qui traversent ce contour. NI, c'est-à-dire tous les courants. Dans la première spire, la deuxième spire, la troisième spire, donc les N spires fois I. Donc, le contour ici qui convient dans ce cas, il faut choisir un rectangle. La moitié à l'intérieur, la moitié à l'extérieur. Il faut prendre tout le solénoïde et le rectangle comme ça, ou bien la partie d'en bas, vous la mettez en haut. Vous voyez ? Une longueur à l'intérieur et une longueur à l'extérieur du rectangle. Donc mon rectangle, mon contour sur lequel circule le champ B, d'après le théorème d'Ampère, c'est un rectangle que j'ai nommé A, C, E et F. Et je l'ai orienté. Regardez les flèches en gras. Ça oriente un sens positif. Je peux choisir l'autre sens. Je prends un sens arbitraire. Donc, selon ce sens, le vecteur normal au rectangle, il pointe dans le sens contraire de vos yeux. C'est-à-dire, il s'éloigne de vous. Voilà pourquoi j'ai marqué une croix. C'est-à-dire, il trouve le papier et il va plus loin. La règle des tire-bouchons. Si j'inverse les sens, alors le vecteur B, il pointe vers vous. Et je mettrai donc un point. Ça y est, ce n'est pas très important, mais ce sont des précisions. Donc, sur ce contour, je vais chercher la circulation de B sur C, qui est le rectangle, qui est égal à μ0, tous les courants, ça veut dire toutes les spires. Chaque spire est traversée par le même courant, donc il y a NI courants. Ça y est, le B, il est orthogonal à AF. AF et B. B est orthogonal à CF. Donc B est orthogonal aux largeurs de mon rectangle. Il est parallèle aux longueurs du rectangle. Et ça, je vais détailler. Voilà. Donc la circulation de B sur le rectangle, c'est la circulation de A vers C vers E, de E vers F et F vers A. Voilà, ce sont ces intégrales. Le B est un déplacement dl sur CE et B sont orthogonaux. Donc le produit scalaire est nul. L'intégrale saute. On est de même sur FA. FA et B. B et le déplacement sur FA sont orthogonaux. Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. Cette intégrale sur EF, l'intégrale est nulle parce qu'il n'y a pas de champ. Je suis à l'extérieur. Donc le chemin EF n'est pas concerné par B. Il sort de l'influence de B. Il ne se trouve pas à l'intérieur du solénoïde. Donc la circulation est nulle de B. Donc seul reste l'intégrale sur AC qui est à l'intérieur. C'est B fois AC. Et AC, ce n'est autre que la longueur de la bobine. AC, c'est grand L de la bobine. Ça y est, je remplace et je tire mon B. En posant N sur L égale petit n, je retrouve le résultat déjà étudié dans le cas de Biot-Savart. N sur L, ça s'appelle le nombre de spires par unité de longueur. On l'appelle petit n. Son unité, c'est mètre moins 1. Ça, c'est l'exemple 1. Je passe directement à l'exemple 2. Je suis toujours dans l'application des théorèmes d'Ampère. Le théorème d'Ampère, il nous permet
de chercher le champ magnétique B de façon express. Je considère un cylindre métallique plein traversé uniformément par un courant électrique. Tout le métal du cylindre est traversé par le courant dans ce sens, comme l'indique la figure. Regardez, voilà, il est plein. Je vais chercher le champ créé dans le voisinage de ce cylindre. Je choisis un contour convenable. Puisque c'est un cylindre, le contour qui lui ressemble, c'est un cercle. Donc je choisis un cercle. C'est ce que je mets en gare. Un cercle C. Le courant I, il passe dans le conducteur. Le cercle n'est pas traversé par un courant. Je peux lui donner une orientation, par exemple dans ce sens, pour avoir le vecteur dit normal. Donc le vecteur normal, il va monter vers le haut. Ça y est. Et voilà, je passe à l'intégrale. Donc B dl. Je fais sortir, donc c'est la norme fois cosinus. Ils sont presque confondus parce que B est tangent à dl. Cos de 0, c'est 1. Donc, je fais sortir de B de l'intégrale. Il me reste l'intégrale de dl. L'intégrale de dl, c'est le périmètre. dl1, dl2, dl3, dl4. Donc, c'est le périmètre du cercle qui est en gras. C'est 2πr fois B. C'est un cercle de rayon petit r. Égale mu0i. Ici, je n'ai pas beaucoup de spires. J'ai un seul courant. J'ai un seul courant qui traverse le cylindre, c'est I. Donc, mu0i. Tout à l'heure, on avait beaucoup de spires, beaucoup de courants. Et je tire B. Donc, voilà mon B. Il ne dépend que de R. mu0i sur 2π, petit r. Mais dans ces cas, il faut discuter selon la position de M. C'est-à-dire, est-ce que le petit r est inférieur à R, le rayon du cylindre, ou bien supérieur ou égal. Donc, dans de tels cas, il faut discuter, il faut donc envisager 3 cas. Si R est supérieur à R, c'est-à-dire je suis en dehors du cylindre métallique, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de B. Si R égale R, je remplace dans la formule, et voilà mon B. C'est mu0i sur 2πr, c'est une constante. Constant, 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 donc c'est constante. Le cas qui est un peu délicat, c'est R inférieur à R. C'est-à-dire, je suis à l'intérieur du conducteur. Si je suis à l'intérieur du conducteur, c'est-à-dire j'ai schématisé cette situation-là, regardez là. Voilà mon conducteur. Mon conducteur, c'est tout ça. C'est grand R. C'est ça mon conducteur. Le conducteur métallique. Et moi, je suis dans ce cas. Le petit r, le voilà, il est inférieur à R. Ça y est. Donc, le courant grand I n'est pas concerné totalement. Je m'explique. Si R inférieur à R, ça veut dire que je suis là, je ne prends pas tout le courant qui circule dans le métal. Je prends seulement une partie. Mais comment je vais calculer cette partie du courant? Cette partie que je cherche, elle voilà, voilà, c'est ce petit i qui me concerne. Il traverse une petite partie du cylindre métallique. Le cylindre métallique, c'est tout ça. Moi, je prends une partie du cylindre métallique traversé par un petit i. Et c'est ce petit i qui m'intéresse. Donc voilà, je sais que le courant, par définition, c'est le flux du vecteur densité. Ça y est, regardez là, je vais le mettre là en général. Le courant I en général, c'est le flux, c'est le courant, c'est le flux du vecteur densité de courant à travers la surface S du conducteur. C'est ça, un courant, en général. Hein, c'est la définition physique du courant. Mon petit courant, c'est le flux fois la surface traversée, c'est pi r carré. Le courant du métal, vraiment traversé par le courant entier, c'est J pi r carré. C'est la même densité,
mais ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas la même surface. Ce qui m'intéresse, c'est ce courant, cette fraction du courant. Je fais le rapport pour me débarrasser de J parce que je l'ignore. Et voilà mon petit I qui m'intéresse. Une fois ce I trouvé, je le remplace dans le résultat de B. Voilà. Et voilà le B final. Donc, lorsque R est inférieur à R, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur du métal, voilà mon champ magnétique. Il a la forme Y égale AX. Il varie donc de façon linéaire. AX, X et R, c'est R qui change. Ça y est? Voilà, c'est un rappel. Je cherche le courant par définition dans la fraction qui m'intéresse. Ça, c'est le courant dans tout le cylindre. Je fais le rapport pour faire sauter la quantité J et j'aboutis à mon P. Voilà pour cet exercice.